Le 2 mai 1945, le drapeau rouge de l'armée soviétique flotte sur Berlin. Le général allemand Helmut Wilding, chargé de défendre la ville, se rend. Il est interrogé par les Russes et leur raconte les derniers instants d'Hitler, allant jusqu'à le mimer. C'était une ruine. Il se tenait assis sur sa chaise, complètement écrasé. Ses mains tremblaient, comme ça, sur la carte. Il parlait d'une voix à peine audible. De temps en temps, de l'écume sortait de sa bouche. C'était un homme fini. Un an plus tôt, au début 1944, dans son chalet, le Berghof, Hitler peine à retrouver le repos. Sa compagne, Eva Braun, continue à le filmer. On la voit ici, à droite en bas, en reflet, avec sa caméra. Elle dira « Je lui ai reproché de se tenir si voûté. Il m'a répondu « C'est parce que je traîne avec moi un sac entier plein de soucis. » Pour Hitler, au premier rang de la menace, il y a l'armée rouge et le maréchal Zhukov. Les Allemands ne s'attendaient pas aux immenses défaites qu'ils ont essuyées en Ukraine. Que nos ennemis n'oublient pas que notre grand peuple soviétique est uni, comme jamais, autour du camarade Staline. Alors commence le crépuscule d'Hitler. Les chars de Staline avancent, mais sont encore loin du Reich. Quand Hitler revient à son quartier général de la Tanière du Loup, il est furieux contre les généraux de l'armée qu'il juge responsables des défaites successives. Les généraux, eux, ont de plus en plus l'idée de renverser le Führer, qui conduit l'Allemagne au désastre. Comment Hitler va-t-il affronter le dernier acte de sa tragédie ? Sur l'ensemble du front, l'armée allemande est sur la défensive. Elle recule en Ukraine après sa terrible défaite de Tcherkassy. Depuis janvier 1944, 6 divisions de la Wehrmacht sont encerclées, comme à Stalingrad. Cette fois, les Allemands sont équipés pour l'hiver, mais ils sont 3 fois moins nombreux. Toutes les tentatives désespérées pour leur porter secours échouent dans la boue, dans la neige, dans le froid. La moitié des assiégés réussit à s'échapper et laisse 30 000 morts, blessés, prisonniers et tout le matériel d'une armée. Mais la propagande allemande transforme cette défaite en victoire. Hitler se fait filmer alors avec un rescapé de cette bataille de Tcherkassy, l'officier SS belge Léon de Grelle, qui doit participer à une grande campagne de recrutement de SS en Belgique pour lutter contre les francs-tireurs russes. Hitler dit « Le terrorisme à l'Est a pris une importance qui n'est plus supportable. » Hitler fait organiser un retour triomphal de Grelle en Belgique. Et il est suivi par l'enrôlement de milliers de volontaires.
Les nazis manquent d'hommes et cette armée recrutée dans l'urgence dans toute l'Europe au nom de la croisade contre le bolchevisme n'a plus la même valeur combative ni les critères de la race aryenne, tels que les a définis le chef des SS, Heinrich Himmler. Au printemps 1944, ils sont 100 000 jeunes venus des pays baltes, 50 000 Roumains, 30 000 Serbes qui rejoignent les SS hongrois, hollandais, italiens, norvégiens et les 7 000 Français de la division Charlemagne. Image dérangeante de Français en uniforme allemand et de salut hitlérien aux soldats inconnus tombés pendant la guerre de 14-18 en combattant l'Allemagne. La plupart de ces SS sont envoyés en Russie, où l'on gagne vite des médailles et où on meurt encore plus vite. Ils luttent contre les francs-tireurs de la résistance russe. Les partisans, souvent des soldats soviétiques échappés des encerclements et restés cachés derrière les lignes allemandes. Mais les SS ont beau ratisser les forêts, détruire les villages, quelle que soit leur brutalité et la cruauté de leur répression, ils n'arrivent pas à endiguer la guérilla soviétique qui s'étend, paralysant les communications. 3 ans après Barbarossa, l'invasion allemande, les partisans soviétiques sont 240 000 combattants clandestins dans les forêts de Russie. L'offensive soviétique, tonnerre de janvier, a libéré Leningrad, assiégé depuis 1941. L'armée rouge avance vers les pays baltes. Hitler cherche à l'arrêter en construisant une ligne de blocos à l'est. À l'ouest, il a fait bâtir le mur de l'Atlantique pour parer à un débarquement allié. Les canons, les fortifications, les armées demandent des millions de tonnes d'acier, de manganèse, de charbon, de blé. Hitler ne veut plus de recul et fait un exemple. Le maréchal Erich von Manstein, l'un des plus grands chefs de guerre du Reich, est coupable aux yeux d'Hitler d'avoir abandonné des territoires jugés indispensables à l'économie de l'Allemagne. Hitler le relève de son commandement. Il veut être obéi aveuglément. Il redevient le chef, le Führer. Le 20 avril 1944, les services de propagande sont mobilisés sur l'autoroute de Munich pour marquer son 55e anniversaire et montrer un nouveau matériel ultramoderne. Et pour tous les chefs nazis qui viennent servilement le féliciter, il dit « Je sais ce que je veux, je vais me battre ». Après le traditionnel concert d'anniversaire à l'Opéra de Berlin, le ministre de la Propagande, Joseph Goebbels, fait appel au peuple allemand. Nous nous sommes consacrés pendant toute une année à l'œuvre du Führer, par notre diligence et notre bravoure. Nous voulons lui être reconnaissants, le jour de son anniversaire, avec des mots qui viennent du plus profond de notre cœur. Il doit savoir à chaque heure qu'il peut compter sur son peuple. Même dans ce combat à mort, il est et restera ce qu'il a toujours été pour nous, notre Hitler. Et Goebbels fait célébrer l'anniversaire dans Berlin dévasté pour montrer que les bombardements alliés n'entament pas la détermination du Führer. Les jeunesses hitlériennes doivent couvrir les ruines de croix gammées et de slogans comme « Nos murs sont brisés, pas nos cœurs ».
Göring, le boursouflé maréchal du Reich, chef de l'aviation, parade en décapotable au milieu du désastre alors qu'il avait promis solennellement qu'aucun avion ennemi ne pourrait jamais survoler le Reich. Pourtant, au printemps 1944, les bombardiers américains le jour et les Anglais la nuit attaquent l'Allemagne. Leurs pertes sont terribles. Près de 50 bombardiers abattus à chaque raid, avec 10 hommes d'équipage, comme ce Boeing B-17, touché à mort. Pendant toute la guerre, 100 000 aviateurs alliés sont tués. Quand ils ont la chance de sauter en parachute, la propagande les montre avec insistance. « 27 000 pilotes de chasse allemands meurent sans pouvoir empêcher la terrible punition de leur pays. » Hitler, dans son chalet, semble dans un état d'hébétude. Que peut penser son entourage quand il commence à dire « Si le peuple allemand est trop faible pour affronter l'épreuve de l'histoire, c'est qu'il est mûr pour sa destruction. » Mais pour le premier cercle des intimes, au Berghof, Hitler a toujours été favorisé, comme il le dit, par la Providence. Tous savourent le présent et leur statut de privilégié, même si Hitler prolonge ses monologues assommants jusqu'à 2 heures du matin. Maria von Below, l'épouse de son aide de camp, dira « Il y avait des moments ennuyeux, mais comment oublier à quel point nous avons été heureux ?» Hitler ressasse ses heures de gloire. Il dit « C'est dans le calme majestueux des montagnes que j'ai pris mes meilleures décisions. J'ai l'impression de planer, au-dessus de la misère, au-dessus des épreuves de mon peuple. C'est là que je peux faire éclore les conceptions géniales qui bouleversent le monde, qui dépassent les limites humaines. » Hitler sait bien qu'il est en difficulté, mais il ne s'écarte pas de son grand dessein, anéantir le peuple juif. Himmler vient présenter à Hitler le rapport de son adjoint, le SS Adolf Eichmann, qui dit « Dans nos différents camps, environ 4 millions de Juifs ont déjà été tués. » Une grande voix de la Shoah, Edith Bruck, hongroise déportée ici à Auschwitz, dans l'une de ses baraques, témoigne. « Chaque jour, à chaque heure, chaque minute, on mourait, l'une par sélection, une autre à l'appel, une autre de faim, une autre de maladie et une autre suicidée, foudroyée par le courant du fil barbelé, restant longtemps accrochée comme le Christ en croix. » L'une des secrétaires, Christa Schröder, écrit « Hitler trouvait normal que les cendres des déportés brûlés dans les fours crématoires servent d'engrais au potager des SS. » Bien loin de toutes ces horreurs, Eva Braun s'entoure des enfants qu'Hitler n'a pas voulu. Mais soucieuse de plaire à son Führer, elle s'impose une activité sportive, un régime alimentaire et des purgatifs qui la rendent malade et qui alarment Hitler. Christa Schröder écrit « Il lui caressait interminablement le bras en lui disant « Mon petit lapin ». Il a une passion pour le cinéma, alors elle veut ressembler aux stars des films et des spectacles destinés à relever le moral des Allemands, qui se rendent dans les salles encore debout, entre 2 alertes. Hitler aussi joue la comédie
pour la caméra d'Eva Braun. Et voilà la prise de vue, qui prolonge la légende, mais ceux qui le rencontrent ne sont pas dupes. Ces pilotes fameux qui ont eu la chance de revenir de l'enfer russe viennent d'être décorés par le Führer. L'un d'eux racontera avoir eu le sentiment d'être face à un fou quand il a entendu Hitler marteler « L'Allemagne sera une puissance mondiale, ou ne sera pas ». Mais le 22 avril 1944, alors qu'il rencontre Mussolini, Hitler se montre plus pessimiste. Il ne lui cache pas la situation catastrophique à l'Est et l'échec des sous-marins dans l'Atlantique. Mussolini écrira « Nous sombrons tous dans le même naufrage ». Et Hitler se plaint que la guerre en Italie fixe des divisions qui manquent en Russie. Mais que peut faire Mussolini avec ces derniers soldats fascistes harcelés par les partisans italiens? Après leur débarquement au sud de l'Italie, les Alliés sont arrêtés par les Allemands, solidement retranchés autour du mont Cassin. Ce piton rocheux, surmonté d'un monastère, a d'abord été pulvérisé par l'aviation alliée. Les parachutistes allemands ont occupé les ruines, les transformant en forteresses. Il faut 5 mois aux soldats alliés pour prendre le mont Cassin, aidés par les soldats du corps expéditionnaire français qui ont percé la ligne de défense allemande. Le général de Gaulle, l'un des plus farouches opposants à Hitler, le chef de la France combattante, vient montrer qu'elle est de retour dans la guerre avec ses hommes venus de l'Afrique du Nord, alors française, équipés de matériel, d'armes et d'uniformes américains ou britanniques. De Gaulle remet la plus haute décoration, la médaille militaire, au futur président de l'Algérie indépendante, Ahmed Ben Bella, alors sergent-chef, pour avoir sauvé sous le feu ennemi son officier blessé. Le général de Gaulle lui dit « Et maintenant, vous allez libérer la France ». Cette armée, composée aussi de Français libres, de pieds noirs et de troupes venues d'Afrique, s'entraîne en Algérie pour débarquer dans le sud de la France, à l'été 44. En Angleterre, une autre armée de près de 2 millions d'hommes et de femmes venus d'Amérique et de l'Empire britannique se prépare. 200 000 vont embarquer pour le jour J. Que c'est Hitler? Il a confiance. Pour lui, le mur de l'Atlantique doit empêcher les Alliés de débarquer. Il dit « Ils ont 80 divisions prêtes pour l'invasion. Il nous faut plus de lance-flammes, surtout en défense. Le lance-flamme est une des choses les plus terrifiantes. Ça foutra les jetons à l'infanterie ennemie avant le combat au corps à corps. Ils perdront leur cran quand ils verront qu'ils sont encerclés de lance-flammes. Partout il doit y avoir des lance-flammes. » Mais l'ordre du jour, le 3 juin 44, 72 heures avant le débarquement allié, c'est le mariage de la sœur d'Eva Braun, Gretel, avec le général SS Hermann Fegelein. Fegelein est responsable de massacres de Juifs sur le front de l'Est. Blessé dans la répression des partisans, il est devenu officier de liaison de Himmler auprès d'Hitler et, opportuniste, il a séduit Gretel Braun. Himmler, l'homme le plus redouté d'Allemagne, célèbre le mariage en offrant aux mariés le vin, le pain et le sel, selon la vieille tradition païenne germanique. Cette union est souhaitée par Himmler, qui peut ainsi surveiller Hitler intimement.
Pour Eva Braun aussi, ce mariage est le bienvenu, car c'est un peu le sien. Elle qui rêve de devenir Madame Hitler. Puis c'est la fête en haut de la montagne qui domine la vallée de Berchtesgaden, à quelques kilomètres du Berghof. Il faut monter par une route privée, passer sous 6 tunnels, pour arriver au pied de la résidence d'altitude d'Hitler, le Nid d'Aigle. Pour le construire, 3500 tailleurs de pierre réputés, surtout italiens, ont souffert pendant 2 ans. Cette prouesse a coûté l'équivalent de 150 millions d'euros. Pour les derniers 400 mètres, il faut prendre un ascenseur, foré dans la roche, dont la vitesse donne des palpitations à Hitler. Fier, il y vient peu, juste pour impressionner les chefs d'État en visite. Quand Hitler n'est pas là, Eva Braun et Gretel montent au Nid d'Aigle avec leurs amis pour fumer et prendre le soleil, tout ce qui est interdit habituellement par le Führer, qui n'apprécie pas le bronzage. Eva Braun invite souvent ses parents, Franziska et Friedrich Braun, un professeur catholique qui aurait préféré qu'Eva soit mariée, mais profite des avantages de la situation. Ce jour-là, le 3 juin 1944, c'est Gretel la reine. Témoin à son mariage, Himmler est aux petits soins avec elle. Tous s'engouffrent dans le grand ascenseur. Ces gens ont-ils conscience que leur monde va disparaître? Que c'est la dernière fête? Hitler est resté au Berghof. Il n'est pas là pour interdire l'alcool. Et il déteste la fête. Il ne sait pas danser. Les SS ont fourni l'orchestre. Eva Braun ouvre le bal avec celui qui est désormais son beau-frère. La fête dure 3 jours. Et le matin du 3e jour, les Alliés débarquent en France à 6h30, le 6 juin 1944. Hitler, comme à son habitude, s'est couché très tard et personne n'ose le réveiller pour lui annoncer cette nouvelle capitale. Ce 6 juin 1944, Hitler émerge en fin de matinée. C'est l'effervescence. Göring lui montre aussitôt ce qu'il appelle l'invasion. Le débarquement en Normandie. Le chef d'état-major, le général Jodl, se fait plus précis pour indiquer les zones où les combats font rage. 5 plages, entre Caen et Cherbourg. Hitler est persuadé que c'est une diversion, que le vrai débarquement aura lieu dans le Pas-de-Calais, où il maintient ses forces. Il est confiant. Il dit « Les nouvelles ne pourraient pas être meilleures. Tant qu'ils étaient en Angleterre, on ne pouvait pas les attraper. Désormais, on les a enfin à portée de main. » La même vantardise hitlérienne apparaît dans les Deutsche Wochenschau, les actualités allemandes. Le commentaire dit « Une date qui restera dans l'histoire. Sous la pression de Moscou, les Britanniques et les Américains ont commencé l'invasion que nous attendions depuis longtemps. Ils trouvent l'Allemagne sur le qui-vive. C'est l'heure des navires de guerre britanniques. Le combat entre les batteries côtières et l'artillerie navale est en cours.
Les bateaux de débarquement et leurs équipages ont été rapidement détruits ou capturés. Les actualités allemandes montrent encore pendant quelques jours le matériel allié détruit, des prisonniers américains. Les ruines de la Normandie et le malheur du peuple français. Mais Hitler, qui ne se montre plus que pour les funérailles de ses héros morts au combat, est obligé d'admettre que les Américains avancent de 30 km par jour. Alors, une semaine après le débarquement, le 13 juin 1944, le Führer dévoile sa première arme secrète. Les bombes volantes V1. Un petit avion sans pilote qui transporte 800 kg d'explosifs depuis le Pas-de-Calais sur Londres, en faisant des dégâts considérables. Au même moment, le 22 juin 1944, coordonnés avec les Alliés, les Russes lancent leur plus grande offensive de la guerre. 24 000 canons, une concentration d'artillerie jamais vue, pulvérisent les lignes allemandes. « 2 millions de soldats russes, avec 4000 blindés, enfoncent le front. Hitler donne alors un nouvel ordre de terre brûlée. Il dit « Il faut une destruction de tout le matériel de chemin de fer, de toutes les locomotives, de toutes les pompes, de tout. » Et Hitler ajoute « Voilà ce qui peut nous donner du temps, entraver de façon énorme les opérations de l'adversaire. » Alors commence la retraite de la glorieuse Wehrmacht. 400 000 soldats d'Hitler sont tués, blessés ou prisonniers. C'est la plus grande défaite de l'histoire de l'armée allemande. Le Führer va-t-il continuer la lutte? Le front se rapproche dangereusement de la tanière du Loup, le quartier général avancé d'Hitler. Le 20 juillet 1944, dans une salle de réunion, Hitler et son état-major font le point de la situation difficile. Une bombe explose. C'est l'un des officiers présents, le colonel von Stauffenberg, qui a posé une charge de plastique, tuant ou blessant une vingtaine de personnes. Mais pas Hitler. Pourtant, c'est le pire des 7 attentats et 10 tentatives contre lui. Et seulement quelques heures plus tard, sous la pluie et sa cape qui cache ses blessures, il vient chercher Mussolini, qu'il est heureux de revoir, vivant. Il lui dit « On vient de lancer contre moi une machine infernale. » Hitler enregistre un discours. Lui qui combat les religions, il remercie le ciel. « Je suis indemne. Je prends cela comme une confirmation du mandat de la Providence pour poursuivre le but de ma vie, comme je l'ai toujours fait. » Mussolini était venu demander plus d'aide militaire à Hitler, qu'il appelle « mon vieux compagnon ». C'est leur 17e rencontre et la dernière. Hitler se fait filmer ensuite avec les blessés. Il est lui-même très choqué. Il a les tympans crevés. Et l'examen radiologique montre du sang dans les oreilles. Il ne peut pas se servir de son bras droit. Il a de violentes coliques. Il a la jaunisse, que le docteur Morel diagnostique comme un reflux de la bile par spasme à motif psychologique.
Les conjurés sont jugés dans un simulacre de procès. Hitler dit « Enfin, je tiens les salauds qui sabotaient mon travail depuis des années. Maintenant, je sais pourquoi mes grands projets pour la Russie ont échoué. Sans ces traîtres, il y a longtemps que nous aurions gagné. » Sur l'ordre d'Hitler, les principaux accusés, après avoir été horriblement torturés, sont pendus à des crocs de boucher avec du fil électrique pour prolonger la souffrance de l'étranglement. Fin août 1944, Hitler visionne ses actualités, le général de Gaulle, dans Paris libéré. Le commentaire souligne l'anarchie qui règne après le départ des Allemands. Hitler avait donné l'ordre de détruire la ville. Il est hors de lui. Il crie « Paris brûle-t-il » Le gouverneur militaire allemand, Choltitz, n'a pas exécuté cet ordre parce qu'il n'en avait pas les moyens. En septembre 1944, Hitler s'enferme dans les blocos gigantesques qu'il a fait construire dans tous ses quartiers généraux, comme ici, à la Tanière du Loup. Sa secrétaire, Christa Schroeder, écrira « Dans l'atmosphère lourde de cette pièce, son imagination se développait comme une plante vénéneuse, avec la conviction qu'il pouvait encore gagner la guerre. » Et Hitler imagine pendant l'automne une offensive à l'ouest. Ses généraux préféreraient utiliser leurs dernières forces pour se défendre à l'est contre les Russes. Mais qui oserait encore contester le Führer? L'objectif d'Hitler est de prendre le port d'Anvers et de couper les forces anglaises au nord et les forces américaines au sud, en traversant la forêt des Ardennes, comme en 1940, ce qui lui avait donné la victoire sur la France. Pour retrouver l'esprit de cette victoire, Hitler, le 20 novembre 1944, va prendre de la hauteur au Nid d'Aigle. C'est le crépuscule des dieux du Troisième Reich, qui se bat sur 5 fronts, le monde entier ligué contre lui. L'entourage du Führer, impuissant, assiste à son délabrement nerveux, mais toujours avec confiance, comme une secrétaire qui écrira « Il était possédé par cette conviction que la volonté seule suffit à tout obtenir. » Le 16 décembre 1944, Hitler lance ses dernières divisions blindées en état de combattre. Leurs équipages sont de plus en plus jeunes. C'est l'offensive de la dernière chance, menée par des fidèles comme le général SS Sepp Dietrich, qui est très sceptique. Il dit « J'ai eu 4 jours pour préparer l'offensive, au lieu de 4 semaines. Et le terrain choisi est le pire pour les chars. » La nouvelle de cette attaque inattendue des Allemands crée une panique de Bruxelles à Paris, libérée 4 mois plus tôt. L'exode recommence avec cette phrase partout répétée. « Ils reviennent, ils reviennent !» Les Allemands avancent rapidement en Belgique et font de nombreux prisonniers américains qui pensaient que la guerre était gagnée et préparaient les fêtes de fin d'année. Ils sont filmés avec une insistance raciste par la propagande de Goebbels. À Malmedy, le lendemain de l'attaque, 84 prisonniers américains sont fusillés par des SS qui ont déjà commis des crimes sur le front de l'Est. Mais les Allemands n'iront pas beaucoup plus loin. Bloqués par le manque de carburant, par les chasseurs de l'aviation alliée, et les chars, l'artillerie, la détermination des hommes du général Patton, avec 80 000 pertes.
Le 28 décembre, après seulement une dizaine de jours de combat, Hitler se rend à l'évidence. La bataille des Ardennes est perdue. Elle lui a coûté 100 000 tués, blessés ou prisonniers. À l'est, l'armée rouge se lance à l'assaut de Berlin, à 500 km, à travers la Pologne. Les chars de Rokossovski, Zhukov et Koniev se rapprochent de la frontière du Reich. Les Russes se heurtent à une résistance allemande désespérée. Les femmes sont les premières victimes de la brutalité des hommes. Combien d'Allemandes ont été violées par les Russes? 2 millions ont osé le raconter. 250 000 se sont suicidés. Les dernières actualités allemandes font parler les femmes pour galvaniser la résistance. Ils n'ont même pas épargné ma mère de 60 ans. Ils l'ont violée bestialement. Et vous aussi, demande un journaliste? Oui, ma sœur et ma mère, elles ont été maltraitées, de manière bestiale et animale. Les Russes, depuis le début de leur offensive, libèrent les camps de la mort nazie. Des enfants ont réussi à survivre à l'intérieur de ce camp, dans une cage souterraine. Ils sont entourés de milliers de cadavres. Devant l'avance soviétique, Himmler a ordonné de détruire les preuves de l'entreprise d'extermination, mais de conserver la main-d'œuvre esclave en transférant les déportés dans des camps à l'intérieur de l'Allemagne. Ce sera la marche de la mort qu'Edith Bruck a vécue. Elle écrit: la marche infinie se poursuivit en semant en route les cadavres. Les habitants, dès qu'ils nous apercevaient, nous fuyaient comme des pestiférés. Il ne nous restait plus qu'à nous nourrir de déchets et d'écorces des arbres. Le 16 janvier 1945, Hitler retourne à Berlin. Le spectacle qu'il voit est indescriptible. La ville est dévastée par les bombardements qui ont fait 1 million de sans-abri. Alors Hitler se réfugie dans son bunker, enterré sous les jardins et la salle de bal de la nouvelle chancellerie. L'entrée est marquée par 2 tours de ventilation, reliées à des groupes électrogènes. La première partie, à droite, abrite les gardes et le personnel. Celle de gauche est réservée à Hitler. C'est le Führerbunker, avec 20 petites pièces. L'escalier débouche à 10 mètres sous terre, sur un corridor, avec des toilettes communes et les douches. Il est bien entendu interdit de fumer. Viennent ensuite une cuisine, des pièces de stockage des vivres et des armes, des logements pour les gardes, avec partout de l'oxygène de secours. Des communications perfectionnées, à côté du cabinet médical où le fameux docteur Morel continue à injecter à Hitler tous les médicaments qu'il peut encore trouver et soigne maintenant ce qu'il estime être la maladie de Parkinson du Führer. Goebbels et sa femme, Magda, dorment avec leurs 6 enfants, qu'ils tueront le dernier jour, avant de se suicider. Un couloir est destiné aux généraux et aux dignitaires qui attendent pour entrer dans une étroite salle de réunion, où Hitler manœuvre des divisions fantômes et des armées mortes.
le bureau de l'indispensable Bormann à côté du salon d'Hitler, avec le célèbre tableau de Frédéric le Grand, dont Gerda Christian, la secrétaire, dit « On avait toujours l'impression qu'il vous jugeait sévèrement de son regard immense. Hitler l'a fait poser là, comme exemple historique, parce qu'il a sauvé la Prusse au dernier moment. Et la chambre d'Hitler, où dort à côté de lui sa chienne Blondie, avec une petite statuette d'Eva Braun, qui ne le rejoindra qu'au mois d'avril. Elle aura sa chambre et son dressing, mais souffrira de l'odeur suffocante des toilettes, de la sueur, des bottes, de l'essence et du tabac, désormais autorisés par Hitler, comme l'alcool. Juste à côté, le dortoir des secrétaires qui doivent être à la disposition du Führer nuit et jour, alors que les bombardements sont durement ressentis, même sous la terre. Une de ses secrétaires, Traudel Junge, écrit « Chaque fois qu'une bombe tombait, le bunker bougeait, la lumière électrique vacillait. La voix d'Hitler s'élevait, il disait « Cette fois-ci, la bombe aurait pu nous toucher. » Son visage était livide, c'est très tendu. Hitler avait peur. Début mars 1945, les Alliés franchissent le Rhin et les Russes l'Oder. Berlin est de plus en plus menacée. Pour défendre la capitale du Reich, comme les jeunes sont morts, les nazis organisent une levée en masse des plus âgés et des adolescents. Ils l'appellent la Volkssturm, la tempête du peuple. Ils doivent prêter serment au Führer et Goebbels tente de les galvaniser, mais il n'a même pas d'uniforme à leur donner. Juste une nouvelle arme miracle, le Panzerfaust. Un bazooka à un coup, jetable. Il faut s'approcher à 30 mètres pour avoir une chance de toucher un monstre blindé russe. Un suicide. Et les nazis jettent dans le brasier les jeunes fanatiques de la Hitlerjugend. Hitler sort du bunker le 20 mars 1945 pour décorer des enfants soldats. Il prend ce risque, entre deux alertes, pour montrer au monde qu'il est toujours là. Hitler dit « Tu as déjà été blessé, mon garçon ?» Dans le montage pour les actualités, cette prise de vue où sa main tremble est coupée. Refluant de l'Est glacé, les réfugiés allemands sont maintenant des millions. Les dernières résistances allemandes tiennent encore, jour après jour. Le 20 avril 1945, Hitler a 56 ans. Malgré le danger, il remonte dans la chancellerie, où quelques fidèles viennent l'exhorter à quitter la ville pendant qu'il est encore temps. Il répond « Je ne quitterai jamais Berlin. Jamais. La fin est là. Je ne peux pas aller plus loin. Il ne me reste plus que la mort. » Le 23 avril, alors que les armées de Zhukov et de Koniev progressent dans la capitale, Eva Braun réussit à faire passer une dernière lettre à sa sœur Gretel. Elle écrit « Chaque jour, chaque heure, nous attendons la fin. Mais il n'est pas question pour nous de tomber vivants entre les mains ennemies. » Mais où Hitler pourrait-il se cacher? Ses refuges dans la montagne disparaissent le 25 avril, sous les bombes des avions alliés. Le Berghof,
le cher Berghof du Führer n'est plus que ruine. La Grande Baie, d'où il dominait le monde, est aux mains des Américains. Et les soldats français de la 2e division blindée occupent le nid d'Aigle. Toujours le 25 avril, coup de grâce pour Hitler. Russes et Américains font leur jonction. C'est la fête pour les correspondants de guerre comme l'envoyé spécial du magazine de mode américain Vogue, Lee Miller, bouleversé par les femmes soldats soviétiques. Un autre célèbre reporter de l'armée rouge, Roman Carmen, filme alors Berlin, complètement encerclé, où les Russes avancent. Le compte à rebours continue de tourner, inexorable. Le 28 avril 1945, Hitler apprend la mort violente de son ami Mussolini en Italie du Nord. Il a été exécuté par les partisans, son corps piétiné par la foule et pendu par les pieds. Hitler dit « Je ne veux pas tomber entre les mains de l'ennemi, mort ou vivant. Après ma mort, mon corps devra être brûlé et rester à jamais caché. » À Berlin, la nuit du 28 au 29 avril, Hitler réussit à faire traîner dans son bunker un employé d'état civil terrorisé pour pouvoir épouser légalement Eva Braun, ce qu'elle a toujours voulu. Dans une rare accalmie des tirs, le 29 avril 1945, Hitler sort du bunker quelques instants. Il vient d'apprendre que celui qu'il considérait comme le plus proche de lui, Himmler, tente de négocier avec les Alliés. Il a peur qu'Himmler puisse chercher à le livrer vivant comme monnaie d'échange et s'en prend à son représentant, le général SS Hermann Fegelein, qu'il avait marié un an plus tôt à Gretel Braun. Il le fait fusiller. Hitler a encore ce pouvoir, alors que les Russes sont à 100 mètres du bunker. Hitler se méfie du cyanure que Himmler lui a donné. Il peut être inefficace. Il l'essaye sur sa chienne Blondie, qu'il fait enterrer dans un trou d'obus. Puis à 2 heures du matin, il dicte à sa secrétaire Traudl Junge son testament où il proclame « Je meurs d'un cœur joyeux. J'engage les dirigeants à continuer le combat contre la juiverie internationale. » Le 30 avril 1945, les Russes sont à la porte de Brandebourg. Le général Weiding annonce à Hitler qu'il n'y a plus d'espoir. Hitler donne le dernier ordre de sa vie à tous ceux qui sont encore avec lui. Il dit « Tentez une sortie du bunker et continuez le combat dans les bois. » Hitler s'est tiré une balle dans la tête à 15h30. Eva Braun a choisi le cyanure. Elle avait dit à une secrétaire « Je préfère le poison. Je veux faire un beau cadavre. » Devant l'entrée du bunker, les Russes découvrent les jerrycans d'essence qui ont servi à brûler les corps d'Hitler et d'Eva Braun, ainsi que partiellement ceux des Goebbels, identifiés par le SS Linge, le valet d'Hitler. Il n'y avait plus assez d'essence pour leurs 6 enfants, qu'ils ont assassinés. Staline fera longtemps circuler pendant la guerre froide la rumeur d'une évasion d'Hitler, mais les dernières analyses prouvent, sans appel, qu'il est bien mort, comme Goebbels. Les Russes descendent dans le bunker, saccagés, avant leur fuite par les gardes SS. Hitler avait dit
Tout doit être brûlé immédiatement. Tout ce qui est dans mes armoires en acier. Il faut tout détruire, vous m'entendez? Tout. Le 1er mai 1945, la radio allemande diffuse ce communiqué. Notre Führer, Adolf Hitler, est tombé en combattant jusqu'à son dernier souffle contre le bolchevisme. Une nouvelle mission pour les enfants du Reich. Le 3 mai 1945, le vainqueur d'Hitler, le maréchal soviétique Georgi Zhukov, se prépare à un grand moment. Entrer dans la chancellerie du Reich. Dans le bureau d'Hitler, il découvre le globe terrestre que Chaplin avait parodié dans son film « Le dictateur ». Hitler, lui, a fait 60 millions de morts. Que sont devenus les complices d'Hitler, comme les bourreaux de Babi Yar ou de Smolensk, condamnés à mort par pendaison? Comme Himmler, le chef des SS, suicidé. Göring, chef de l'aviation, suicidé pour ne pas être pendu au procès de Nuremberg. Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères, condamné à mort par pendaison. Keitel, chef d'état-major, pendu. Son adjoint Jodl, pendu. Speer, ministre de l'armement, 20 ans de prison. Le maréchal von Manstein, 18 ans de prison. Sepp Dietrich, général des SS, prison à perpétuité, mais vite libéré. Léon de Grelle, le SS belge, meurt en exil à Malaga à presque 90 ans. Les parents d'Eva Braun et sa sœur Gretel meurent dans leur lit, comme les secrétaires d'Hitler. Morel, médecin d'Hitler, meurt d'une crise cardiaque en 1948.